de retour sur la libre antenne, donc toujours avec Jean Pernin pour traiter de cette affaire Balavoine, un meurtre déguisé comme le titre de ton livre. Et donc là, pour le moment, on a avancé sur l'affaire. Donc il y a déjà un gros problème que tu soulèves et qui est effectivement le problème de la date, parce que les faits de la version officielle ont retenu la date du 14 janvier, donc on nous explique. Et or, il semble, toi, selon tes indications, et ensuite, au vu de certains éléments, que ce serait plutôt le 13 janvier que l'accident aurait eu lieu. Et donc, tu nous as indiqué, alors, une version déjà des choses qui, je veux dire, plus que contredit, ou en tout cas n'a aucun rapport avec les faits qui nous ont été rapportés par la version officielle. Donc tu nous parles d'un sabotage dont aurait fait l'objet l'hélicoptère de Thierry Sabine, sabotage qui, ayant plus ou moins échoué, l'aurait forcé à se poser, puis ensuite à redécoller, et là, visiblement, ils auraient fait l'objet de tirs nourris de la part d'un commando, on peut dire ça, un commando, un commando pour avoir cet hélicoptère criblé de balles que des témoins ont certifié avoir vu. Absolument. Donc, ça pose question. Ça veut dire qu'effectivement, si on a un hélico criblé de balles, donc cet hélico, évidemment, a disparu complètement du paysage, hein. Parce qu'en plus, si je ne m'abuse, tu en parles aussi dans les enquêtes. D'ailleurs, tu es parti rechercher les rapports d'enquête. Absolument, mais on y arrive. On y arrive. Donc, en fait, oui, cet hélicoptère, on n'en a jamais vu la couleur. Pourquoi ? Parce qu'il était caché, parce que tout ça, ça s'est fait dans la discrétion la plus totale, même s'il y avait plein de gens qui étaient au courant. Je veux dire, tout le monde s'est tu, personne n'a parlé. Et quand bien même certains auraient voulu parler, on les a rapidement dissuadés de parler. Alors ça, après, ce sont des choses qu'on voit sur Internet, mais manifestement, le médecin légiste est mort peu de temps après aussi, lui. Hein. Oui. Alors j'en parle pas dans le livre, hein, parce que j'ai pas d'éléments suffisamment probants, évidemment. Mais bon, ça aussi, hein, c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé, quoi. Hein, qui est devenu le médecin légiste. Bon, manifestement, il serait mort peu de temps après. Quand je dis peu de temps, c'est 2 semaines, hein. Rapidement en tout cas. Alors, c'est clair que là, on a une photo d'un crash qui n'est pas le crash du 13. Qui n'est pas le crash du 13, parce que là, on a un crash, effectivement, qui se développe sur 150 mètres quand même. Hein. Bon, donc ça ne peut pas être le crash du 13. Le crash du 13, donc on peut imaginer que c'est un hélico qui est tombé quasiment d'un bloc ou presque. Il est normal qu'il y ait des survivants à ce moment-là. Il ne devait pas être très haut. Peut-être qu'il a tourné en giration, autogiration. Donc bon, voilà, il s'est posé comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si nous avons 2 hélicoptères, là, maintenant, ça y est, hein, l'hypothèse de 2 hélicoptères se fait jour, comme je le dis, hein, Gourmararousse, l'arbre qui cache la forêt du mensonge, hein, un accident mis en scène. Alors, Gourmararousse, c'est effectivement le crash officiel du 14 à 19h15, 30, peu importe. Et si nous avons 2 hélicos, donc un hélico qui s'est crashé, qu'on a crashé le 13, un hélico qu'on a crashé le 14, il faut qu'on aille à la quête des différences, si on peut en trouver. Alors, ce qui est intéressant, donc tu vas passer à la diapo suivante. L'empennage. L'empennage, alors. L'empennage. Oui. Juste... ça, c'est la vidéo, donc il faut... Juste la vidéo, voilà. Alors, l'empennage. Ouais. L'empennage, donc après les biais du Niger, là, voilà, après les 2... l'empennage, hein. D'accord. Celui-là, celui-là, il est là, on le voit. Alors voilà, donc voilà, alors ça c'est intéressant. Là, on a l'empennage de l'hélicoptère craché. Craché, oui. Voilà. Ouais. Alors, c'est très miraculeux parce qu'on a... Le micro. Ah, le micro est tombé. Pardon. Excusez-moi. Donc... voilà, hop, ça voilà. Parfait. Très bien. Donc, c'est très intéressant parce que on a une pièce qui est vraiment exploitable, c'est la base de l'empennage, qui n'a pas été touchée, hein, qui est quasiment intacte. C'est-à-dire que là, on a une queue retournée. Hein.
Ouais. Normalement, on a la béquille de queue là-haut. Donc la béquille de queue, c'est dessous, logiquement. Mais là, l'appareil s'est retourné. Donc ce qui fait qu'on a effectivement un empennage complètement exploitable, enfin une base d'empennage complètement exploitable, c'est-à-dire au moins sur la béquille de queue. Alors on regarde cette béquille de queue. Intéressante à regarder, elle est intacte. Alors, l'hélice quasiment intacte. Intact, ouais, on le voit parfaitement là. Alors l'hélice quasiment intacte, un pilote d'hélicoptère me dit récemment que pour lui, quelqu'un qui est venu à moi il n'y a pas longtemps, me dit pour moi, donc j'ai étudié effectivement ce crash, pour moi l'hélicoptère est tombé, moteur coupé, à grande vitesse mais moteur coupé, c'est-à-dire turbine coupée. Et il me dit parce que sinon on ne peut pas retrouver le rotor de queue dans cet état-là. D'accord. Un hélico qui touche le sol en pleine vitesse avec turbine à fond, Les hélices... tout éclate. Donc il me dit on peut pas retrouver, c'est impossible, hein, c'est pas possible de retrouver une hélice de rotor dans cet état. C'est-à-dire quasiment intact. Quasiment intact, ouais. On le voit. On est bien d'accord, ouais, on est quasiment intact. Il m'a dit ça, non, ça c'est pas possible. Donc pour lui, c'est l'hélico a touché le sol. Les turbines éteintes. Les turbines étaient coupées. D'accord. Alors après, il y a la question de qui pilotait, mais on va y arriver après. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va déjà s'arrêter à la béquille de queue. Si tu peux passer à la photo suivante. La photo suivante, c'est l'hélicoptère. Voilà, alors voilà. Passe à la photo suivante. Voilà. Voilà, donc là, on a l'hélicoptère de Thierry Sabine. On a l'hélicoptère de Thierry Sabine qui effectivement a été photographié quelques heures avant le crash. Ah bah il y a son nom en plus en dessous. Voilà, il y a son nom qui est peint sous l'hélicoptère. Alors, c'est bien l'hélico de 86, puisqu'en 85, le pilote de Thierry Sabine le dit, son nom n'était pas peint sous l'appareil. En 85, il n'y avait pas de Sabine sous l'hélicoptère. Donc c'est bien l'hélico de 86. C'est bien l'hélico de 86. Voilà, le photographe qui a pris cette photo me l'a confirmé. Oui, cette photo a été prise quelques heures avant le crash. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'hélicoptère de Thierry Sabine et on a la béquille de queue, donc on va essayer d'exploiter ça. Puisque nous n'avons qu'une béquille de queue exploitée pour le moment. On n'a rien d'autre. Alors, si tu peux passer à la photo suivante. Oui, alors là, on voit... Je vais remonter, voilà. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, on remet en place les deux empennages. Ouais. Donc, d'un côté, à gauche, on a l'empennage de l'hélico craché, qu'on a remis en place. Ouais. Hein, dans la bonne position, et à droite on a l'hélico de Sabine en l'air, la partie d'empennage. Et on voit que... Qu'on repositionne, et on voit quoi? Bah, ça correspond pas. Eh ben on voit très nettement qu'il y a une différence dans les longueurs de béquilles. Ah oui, clairement. Elles sont à la même échelle. Hein. Même les angles sont pas tout... Oui, alors les angles sont différents, et nous avons deux béquilles, enfin nous avons deux empennages à la même échelle. Hein, il suffit de voir un peu. Voilà, donc ça veut dire que la longueur de la béquille de l'hélico de Sabine n'a rien à voir avec la longueur de la béquille de l'hélico craché. Déjà, ça c'est un problème, parce que c'est censé être l'hélico de Sabine. Eh ben oui, c'est censé être l'hélico... Dans la version officielle. Ah ben dans la version officielle. Donc ça pose déjà un gros problème, ça. Alors, des experts, évidemment, parce que moi j'ai confié ça, moi je suis pas un expert en aviation, en avion, en hélicoptère, etc. Mais bon, quand on montre ces photos à des experts, ils nous disent, attendez, c'est pas nécessaire d'avoir fait Sciences Po ou je sais pas quoi, Arts et Métiers. Sciences Po non, parce que ça c'est Sciences Po. Pour les incapables. Ça c'est pour les incapables. Mais par contre, Arts et Métiers ou Polytechnique, je veux dire, c'est pas nécessaire d'avoir suivi ça hein, pour le voir. Hein. Ah bah on voit immédiatement la différence. Non, on est d'accord. Ah, hein. ouais, c'est très évident. Bon, donc là, on a déjà quand même un premier indice qu'on n'a pas les mêmes hélicoptères. Ça, c'est embêtant quand même. Ah, mais c'est très embêtant. C'est très embêtant, il faudra qu'on nous l'explique.
Alors, on va encore avancer pour arriver sur quelque chose de très important, qui est une déclaration. Un jour, là. Alors voilà, ça c'est énorme. Un jour, là. Ça c'est énorme, ça. Ça c'est énorme. Ça c'est une interview de la mère du pilote, Albina Dubois-Rouvray, réalisée en janvier 2011, à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de son fils, qu'on voit là. Ouais, d'accord. François-Xavier Beignot. C'est lui qui est en photo. C'est lui qui est en photo à droite là. Voilà. Et j'ai eu au téléphone la journaliste qui l'a interviewé. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, Albina Dubois-Rouvray, dans son interview? Que le premier témoin du crash a attendu 3 heures. Il est rentré au bivouac, il a quand même attendu 3 heures avant de prévenir les secours. C'est incohérent, ça c'est pas... Je suis allé le voir, c'est ce qu'elle dit, c'est là. Ouais. Je suis allé le voir et j'ai hésité à porter plainte contre lui pour non-assistance à personne en danger. Pour l'exemple, mes proches m'en ont dissuadé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Albina Dubois-Rouvray, la mère du pilote, a appris, elle ne l'avait jamais dit avant, que le premier témoin du crash a attendu, il est rentré au bivouac, et il a attendu 3 heures, il était soi-disant en état de choc, hein. Prétendument en état de choc. Tu vois un truc, je vois un crash d'hélicoptère, je suis en tu état de rentres choc, en état de choc, et 3 heures après, tu te réveillais, les amis là-bas. Il y a un hélico qui s'est crashé là-bas. Très gênant. Ça, c'est très gênant. Et ça, c'est quelque chose de très officiel. Alors, il faudra qu'elle s'explique un jour, cette dame. Il faudra surtout qu'elle s'explique avec M. Belvez et M. Giraud, qui sont les 2 témoins du crash, qui étaient dans la même voiture, mais qui ne sont pas foutus de dire la même chose d'ailleurs, si on écoute leurs témoignages. Hein? Il y en a un qui dit, Belvez, bon, l'hélico se crache à 20-50 mètres de notre voiture, de notre 4x4, à grande vitesse. Hein? À grande vitesse, il est passé à très grande vitesse. Il est vrai qu'il s'est crashé manifestement à 200-220 km/h, vitesse de croisière. Hein? Une accélération fulgurante. Bon. Mais il dit, on n'a rien pour sauver qui que ce soit. On rentre au bivouac, on rend notre carton et on prévient un hélico qui est tombé là-bas. Il le dit. Alors, elle dit, il a attendu 3 heures. Il va falloir que ces gens-là se mettent d'accord. Bon, Monsieur Giraud, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, en janvier 2015? Lui, ça entend encore une autre version, lui. On pourra l'écouter tout à l'heure. Lui, il dit, on s'arrête, on voit les corps. Ils sont tous morts. On reconnaît Thierry Sabine. Lui, son diagnostic, il est rapide. Hein, ils sont tous morts. Et qu'est-ce qu'il en sait en plus? Il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Voilà, que Belvez dit, on n'y va pas. Lui, il dit, nous, on voit les corps. Belvez ne dit pas, jamais, il le dit. De plus, qu'est-ce qu'il nous dit? Que va devenir maintenant le Dakar sans Thierry? C'est mon premier souci. Ah non, c'est son premier souci. Que va devenir maintenant le Dakar sans Thierry? Enfin, c'est un truc dans ce style. Enfin, non, quand on entend ça, mais enfin, bon, il y a de quoi se mettre la tête contre les murs, quoi. Hein, je veux dire, ces gens-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'expliquent, qu'ils se mettent d'accord. Donc, des gens entre eux, ils sont dans la même voiture, ils ne sont pas foutus de donner le même témoignage. Hein? La mère du pilote, il faut qu'elle s'explique aussi. Qui a attendu 3 heures? C'est écrit. Là. Dans son interview. C'est même une accroche, l'alerte a trop tardé à être donnée. C'est même l'accroche du journal. Alors là, c'est quand même des énormités. Hein, alors moi, je veux bien qu'on m'explique que la version officielle, etc. Enfin, là, on est en train de la casser, quoi. Là, on la désosse totalement, la version officielle, là, avec des choses comme ça. Qui l'a dit que le témoin avait attendu 3 heures? T'en as entendu parler, toi? Ah non, pas du tout. Moi non plus. Non. On n'en a jamais entendu parler. Donc il y a quelqu'un qui lui a dit, en tout cas, elle ne peut pas le dire comme ça. Il y a bien quelqu'un qui le lui a dit. Alors, qui le lui a dit? C'est forcément quelqu'un qui est au courant. Qui était au courant, proche. Voilà. Alors, l'hypothèse maintenant qu'on peut émettre assez facilement, comme le crash de la veille, c'est raté totalement. Il a fallu organiser une mise en scène pour le lendemain. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a forcément amené les corps de la veille.
qui était, alors là c'est un autre journaliste qui le dit, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs, qui l'a écrit dans un article de Paris Match, c'est Gérard Joigny, qui, dès que Belvez est rentré au bivouac avec Giraud, est reparti avec le 4x4 Mercedes Europe 1 sur les lieux du crash. Alors quand je dis à monsieur Joigny, mais à quelle heure êtes-vous retourné? Je lui dis, vous savez que le premier témoin du crash a entendu 3 heures en prévenir des secours? Ah ben mais il ne sait pas. Ah il ne sait pas, ils ne savent plus rien. Hein, d'un seul coup, il y a une amnésie, il y a une amnésie quasi générale. Alors on raconte n'importe quoi, on dit n'importe quoi, mais on ne sait plus rien, on ne sait plus à quelle heure. C'est un truc important quand même, on sait bien à quelle heure on arrive sur les lieux d'un accident pareil. Ah ben il dit, ben, je ne sais plus moi. J'ai dit, mais vous savez, mais c'est la mère du pilote qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Alors, à quelle heure vous êtes retourné? Ah ben je ne sais pas. Bon, alors, vous êtes retourné, vous dites dans votre article que vous avez retrouvé 4 corps intacts et non méconnaissables, arrangés en arc de cercle, disposés en arc de cercle, autour de la carcasse principale. Tout à fait. Un peu à droite, c'était le corps du pilote. Mais ils sont intacts, ils ne sont pas méconnaissables, ils sont intacts. Il reconnaît Daniel avec son diamant à l'oreille gauche ou je ne sais plus où. Alors j'ai dit, monsieur, il y a un gros problème là. Il y a un gros problème. Alors, tu peux passer au rapport d'accident, parce que là, on va en parler. Donc, c'est la première page du rapport d'accident. Voilà, c'est ça. Ah, ça fiche pas. Ah bah si, en fait, peut-être que... D'accord. Non, bah celle-là, il la veut pas. Je sais pas. Je vais afficher à l'écran. D'accord. Il va l'afficher à l'écran, d'accord. Ok. Bon, donc là, on a le rapport d'accident. Alors, rapport d'accident, en 2008, je suis allé à la chasse du rapport d'accident. Oui, voilà, donc tu expliques, tu les as harcelés, t'es allé voir, ils t'ont dit, qu'est-ce que c'est celui-là, mais bon, on va lui donner son rapport. Alors, rapport d'accident, il y a le BEA. Voilà, donc bureau des enquêtes. Bureau d'enquête et d'analyse pour les accidents de l'aviation civile. Nous avons l'aérospatiale, évidemment, qui a construit l'hélicoptère. Voilà. Et nous avons le pays dans lequel ça s'est produit, c'est-à-dire le Mali. Le Mali. Voilà, le Mali. Alors, moi, la première démarche qui est la mienne, c'est l'aérospatiale. Il faut savoir que les rapports d'accident sont publics. Tout le monde doit y avoir accès, peut y avoir accès. Alors, ne va pas chercher dans les dossiers du BA, il n'existe pas. L'aérospatiale a fait des recherches, soi-disant, jusqu'au jour où je leur ai dit, écoutez, maintenant ça commence à bien faire. On a un documentaire en préparation sur cette histoire, et c'était vrai qu'à l'époque on en avait un. Nous allons dire que vous faites de la rétention d'informations. D'accord? Moi j'aurais dit. Oula, ça n'a pas traîné. L'après-midi, j'avais un coup de téléphone d'une responsable du BEA qui m'a dit, bon, vous êtes à la recherche du rapport d'accident? Oui, je lui ai expliqué. J'ai écouté, oui, parce que cet accident est très étrange. Donc le rapport d'accident est public et oui, j'aimerais en disposer d'un exemplaire. Ben, elle m'a dit, écoutez, bon, laissez-moi un peu de temps, je vais regarder dans le dossier. Je sais pas, une semaine ou deux après, je la recontacte, elle me dit, écoutez, je suis absolument désolé, le dossier est vide. Vide! Comment est-ce possible? Ça, c'est pas possible aussi. C'est pas possible. Tu dis, non, mais attendez. Comment l'État... C'est une plaisanterie ou quoi, là? Sachant que le BEA, c'est un organisme de la gendarmerie. Ah ben, tout à fait officiel, tout à fait officiel. L'État, tout ce qui est de plus officiel. Alors, j'ai dit, mais attendez, c'est une plaisanterie. Non, je vous assure, le dossier est vide. Alors, ah bon, mais alors, on le trouve où, le rapport d'accident? Alors, il n'est pas à l'aérospatiale, il n'est pas chez vous, alors il est où, ce rapport d'accident? Ben, elle me dit, écoutez, on va faire une démarche par le quai d'Orsay, auprès de notre ambassade au Mali, pour essayer de le trouver. Ok, c'est monsieur Intel qui va s'occuper de ça, très bien. D'accord, on vous tient au courant, parfait. Alors là, ça a duré des mois. Hein. Alors moi je l'appelais ce monsieur, il me dit oui mais j'ai encore rien reçu, etc. Je dis bon, à un moment donné, c'était en novembre je crois, j'ai dit écoutez monsieur, bon ça commence à bien faire, hein. Ça vous embête de me donner les coordonnées de votre interlocuteur malien, donc directeur de la sécurité aérienne, monsieur Oubarma d'ailleurs, qui était très, très sympathique. Et il me donne son numéro de téléphone, tout simplement. Donc je l'appelle, je lui dis écoutez, voilà, je lui explique la démarche. On me dit écoutez, on vient de déménager, donc laissez-moi un petit peu de temps. 2 semaines après, Patrick,
j'avais le rapport d'accident en pièce jointe, avec un mail. Alors, monsieur Houbarin, bonjour Jean, enfin, on a l'impression... via le mail, c'est ça qui... on avait l'impression qu'on s'était connus depuis toujours. Enfin bon, vraiment, j'ai eu le rapport d'accident, voilà, du crash, évidemment, du crash officiel. Et donc, pour l'anecdote, hein, vraiment c'est pour l'anecdote, j'appelle la dame du BEA, je dis, j'ai le rapport d'accident. C'est le Mali qui me l'a communiqué. Elle me dit, mais attendez, c'est le monde à l'envers. Alors, j'ai dit, à qui le dites-vous? Puis moi, je suis quand même un particulier, je fais une démarche, hein, je passe un coup de fil au directeur de la sécurité. 15 jours après, j'ai le rapport d'accident, moi. Hein. Et vous mettez des mois sans le retrouver. Alors que c'est officiel, le BEA, l'État français, etc. Bon. Alors, très gêné. Elle me dit, vous pouvez m'en communiquer un exemplaire? Ah, ça c'est oui, voilà, c'est le monde à l'envers là. Ça c'est le bouquet, c'est le bouquet. Je lui dis, attendez madame, il faut que je demande à monsieur Oumara s'il est d'accord. Oui. Alors lui, il me répond, alors toujours bonjour, genre très sympathique, enfin bon. Il me dit, pas de problème pour communiquer le rapport aux collègues du BEA. Tu me croiras si tu voudras. J'ai essayé au moins 5 ou 6 fois d'envoyer un mail avec ce rapport en pièce jointe, il n'est jamais parti. Oui, c'est... Jamais parti. Et chaque fois. Donc là, j'y ai vu la main de là-haut qui a dit non. Parce qu'il est parti j'ai 4 ou 5 amis qui sont dans ma démarche, qui ont eu sans problème le rapport d'accident. Le BEA, c'est jamais parti. Le mail n'est jamais parti. Le mail ne veut pas partir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bloque là-haut. C'est-à-dire non. Ça marche comme ça, hein. Faut le savoir. Hein. Donc alors, on va essayer de parler un peu du rapport d'accident. On va pas tout le détailler parce que c'était trop long. Ça serait trop long, mais il y a quand même 2-3 éléments. Ah, il y a des éléments qui sont hyper. Alors les éléments qui sont hyper intéressants et qui collent pas du tout avec les témoignages, en tout cas de monsieur Joanny. J'y reviens. Qui trouve 4 corps intacts et non méconnaissables et le 5e un peu à droite. J'ai dit, monsieur Joanny, j'ai le rapport d'accident, vous l'avez? Bah, il me dit, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas. Mais je vais vous envoyer une copie à vous. Et effectivement, j'ai envoyé une copie, il est bien arrivé chez lui. J'ai dit, monsieur Joanny, le rapport d'accident nous dit que le crash a une longueur de 150 mètres, on est d'accord. Que l'hélicoptère a touché le sol en piqué. Ça, c'est encore une étrangeté, parce qu'il n'y a aucun cratère. Hein. Ouais, on aurait dû voir un hélico qui touche le sol à 220 km/h. La vitesse de croisière, c'est 220 km/h. Franchement, et il ne serait pas parti en glissade comme il est parti. J'ai dit, bon, il a touché le sol en pleine vitesse, 220 km/h. Il a heurté un arbre, il s'est retourné. C'est pour ça qu'on a un empennage intact. L'appareil a touché, hein, donc l'empennage, il n'a pas touché, et après il s'est retourné. Voilà. Il a continué à 10 mètres du point d'impact. C'est le rapport d'accident qui le dit, hein, c'est le détail là. À 10 mètres du point d'impact, l'habillage et les portières de l'hélicoptère se détachent. C'est-à-dire que t'es tout nu dans ton truc, quoi. On va dire ça comme ça. C'est comme si en bagnole, t'es sur le plancher, tu vois. Hein, tu es sur le plancher, voilà, tu es sur les 4 sièges, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, plus de 4 trous, et tu glisses, et tu te retournes. Ouais. Et là-bas au bout, où l'épave s'arrête, il retrouve 4 corps intacts et non méconnaissables. J'ai dit, monsieur, vous avez assisté à une mise en scène. Alors il me dit, bon, ben, vous me troublez. Je dis, enfin, attendez, troublez, je vous trouble. Mais vous-même, vous êtes pilote d'hélicoptère. Comment pouvez-vous imaginer qu'au bout d'un crash pareil, on retrouve des corps intacts? Il dit, quand il touche le sol à 220 km/h, ça éclate de partout. Ouais. C'est de la charpie. Ouais, les corps, on ne peut pas les retrouver. C'est de la charpie. C'est de la charpie. L'écureuil est un appareil très léger. Alors, je lui ai dit, c'est une mise en scène. Et forcément, la veille, on a amené les corps de la veille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour notre histoire des 3 heures, là? Nos 2 témoins, là, ils sont arrivés au mauvais moment. Au moment où, justement, on faisait cette mise en scène. Et qu'est-ce qu'on leur a dit à ces gens-là? Vous la fermez. Vous la fermez pendant 3 heures. Parce que si vous la ramenez avant 3 heures, le temps qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mise en scène de très mauvaise qualité entre nous, hein, grossière. Bon, c'est grossier, quoi. Je
C'est pas imaginable. Je comprends même pas comment un journaliste ne s'est jamais interrogé là-dessus. Alors si, tu as des journalistes, entre autres Patrick Chêne, qui te parlent de bouts de bras et de bouts de tête mis dans des sacs poubelles. Ah bah c'est plus des corps intacts là. Ah oui, mais justement, voilà une contradiction entre deux personnes qui sont censées, là aussi, être témoins de cette histoire. Il va falloir qu'ils s'expliquent un jour, ces gens-là. Donc, alors il y a ça, c'est un premier problème, évidemment. Alors, je veux dire, des corps intacts, non méconnaissables, autour de la carcasse, c'est pas étonnant si ce sont les corps de la veille qu'on a amenés. Les corps de la veille, l'hélicoptère est tombé, bon, les têtes étaient gonflées. C'est normal, le choc. Hein, voilà, les têtes étaient gonflées, mais bon, voilà, c'est tout. Et ceinture abdominale, sur Sabine, enfin bon, problèmes abdominaux, la ceinture, le harnais de sécurité, bon, tout ça, c'est normal, je veux dire, c'est comme dans une voiture, hein, c'est pareil. Donc, je veux dire, ça tient avec la mise en scène. Ça tient bien avec la mise en scène, ça. Alors, autre question qui nous interroge, c'est pourquoi l'aérospatiale s'est dépêchée d'emmener la planche de bord? Ah oui, alors ça aussi. Ah bah parce que oui. dans le crash, Et oui, ils expliquent oui, qu'on oui. retrouve quelque chose. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire. On va retrouver justement voilà la planche de bord intacte. Ah, là, Comme si et emmenée rapidement. Et emmenée rapidement. Et elle est toute intacte, visiblement, Ah, c'est mais ça. Il y a oui. des témoins et tout. Ils Oui, disent, oui. mais elle était. Ah non, mais elle est emmenée comme rapidement. si presque on l'avait démontée. Et non pas un crash. Enfin, c'est. Alors, emmenée rapidement. Alors, qu'est-ce que nous dit un pilote que j'ai eu donc récemment au téléphone? Et je lui ai dit, écoutez, bon, comment a pu se produire ce crash du 14 au soir? Est-ce qu'on a mis quelqu'un dedans? Il m'a dit, oui, bon, quelqu'un qu'on aurait voulu sacrifier ou que se sacrifier, j'y crois pas trop. Mais il me dit, à l'époque, un téléguidage était très facile à faire. Et un téléguidage, c'est quoi? C'est un boîtier derrière la planche de bar. Et on prend les commandes de l'appareil, c'est comme un jouet. C'est pareil, je veux dire, on fait décoller un hélico comme on fait décoller un appareil de modélisme. Ceux qui font de l'aéromodélisme. C'est exactement ça. Donc il me dit, mais à l'époque, c'était tout à fait faisable. Il y a bien longtemps qu'on fait ça. Et il me dit, là, le boîtier de commande derrière la planche de bord, évidemment. Et on a emmené la planche de bord. Pourquoi? Ben parce que toutes les preuves sont dans la planche de bord. Toute l'instrumentation est là. Alors qu'elle a dû être mise sous scellé. Comme Ah mais on aurait même dû reconstituer les épaves. Ah ouais, c'est ça. L'épaves. Non, Alors que là, on se dépêche. C'est la procédure, en plus, dans ce genre d'accident. C'est la procédure. On doit reconstituer l'épave et vraiment, toutes les pièces doivent être mises sous scellé pour savoir, etc., pour la reconstitution. Quoi. On n'auditionne aucun témoin. Alors les témoins n'ont pas été auditionnés, mais ils auraient cependant déclaré quand même. Ils auraient déclaré. Ils n'ont pas été auditionnés, mais ils auraient cependant déclaré. Alors il faut savoir, ils ont été auditionnés ou quoi? Alors, je vois pas comment on peut auditionner des gens qui ont attendu 3 heures avant de prévenir les secours. Ça pose question, ça aussi, quand même. Hein? Je veux dire, tu vas pas dire, oui, mais pourquoi vous avez attendu 3 heures? Vous pouvez nous expliquer, là? Ah ben non, on peut pas l'expliquer, ça. Ça tient pas debout, c'est complètement ridicule, quoi. Hein? Bon, voilà. Puis après, après, on nous parle aussi du vent qui, en fait, ne gênait absolument pas la visibilité. Ça, c'est dans le rapport d'accident. Bon, puis encore d'autres informations intéressantes. Mais l'information la plus intéressante, c'est celle-là. C'est l'hélico qui touche le sol à 220 km/h, qui se retourne. Au bout, on trouve des corps intacts. Là, il y a un truc. Ah, pas du tout. Deuxième info, c'est la planche de bord qu'on démonte, qu'on pille ou qu'on démonte. Et qui on ne retrouve pas. Démontée, et qui part. C'est les gens d'Aérospatiale qui l'embarquent. Vite fait, bien fait. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Donc ça interroge énormément. Et oui, bah là, là, ça mériterait bien l'ouverture d'une enquête officielle. Alors, on peut avancer un peu sur ce que nous dit... Alors ça, c'est la prochaine vue. C'est celle-là. Alors ça, c'est intéressant. Alors là, on arrive maintenant à ce qu'on appelle les numéros de série. Alors là, on a une photo du crash. Ouais. Alors, il y a du mouvement autour. Hein. Oui, oui. Voilà, il y a un camion. Je crois que c'est le camion de Georges Groine d'ailleurs. Bon, après, il y a d'autres personnes. Et c'est l'épave, évidemment, qu'on a vu tout à l'heure. OK. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on y lit facilement
ce qu'on appelle le numéro de série. Ouais. Le numéro de série se situe dans la partie basse. Alors, le numéro de série se situe sur une plaque qui est fixée sur l'hélicoptère, mais le numéro de série, on le trouve aussi sous le nom écureuil. Bon, et en l'occurrence, le numéro de série de cet appareil, c'est 1689. C'est bien le numéro de série de l'appareil de Thierry Sabine. Immatriculation F-GEAM. On le lit sur la queue, si on revient sur la diapo bleue, on le lit très bien F-GEAM. Ça, c'est l'immatriculation. Le numéro de série, c'est 1689. Jusque-là, c'est cohérent. Très cohérent. Alors maintenant, on passe à la photo suivante. Alors là, on a quasiment la même épave. Ouais. On a quasiment la même épave, on a quasiment la même prise de vue. Ouais. Sauf qu'il n'y a plus les camions, il n'y a plus... Sauf qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc on imagine que cette photo a été prise de bonne heure, le matin. Et là, c'est intéressant parce que quand on prend une loupe comme je l'ai fait, alors ça c'est une photo qui émane d'un supplément de VSD. Ouais. Et là quand je prends une loupe, et qu'on regarde, j'imagine... Et qu'on regarde, voilà, on va passer après à la diapo suivante. Voilà, alors je vais mettre la diapo. C'est dans cette partie-là. Voilà, c'est dans cette partie-là. Voilà. Donc c'est dans cette partie-là. Donc là, on n'a plus 1689. Ouais, alors bon, j'ai du mal à lire, je t'avoue, 1300. Ben là, on a 145. 145, voilà. On a 145, le quatrième chiffre n'est pas lisible. Le quatrième chiffre, regarde bien le quatrième chiffre qui se situe dans la déchirure de la tôle. Ouais. Alors maintenant, passe à la diapo suivante. Et on agrandit. Voilà. Et là, on a 1689. Et là, on a bien l'hélico de Sabine. Ça, c'est l'hélico qui est au sol, la première vue, tout à l'heure, avec le monde autour. Et regarde où se situe le dernier chiffre. Ah ben là, non, ils sont pas au même endroit. Ah, il est plus dans la déchirure. Il est plus tout à fait au même endroit. Ouais. Ouais, il est plus du tout dans la déchirure. Voilà. Là. Donc, deuxième indice fort sur la différenciation des appareils. Premièrement, béquille de queue. Deuxièmement, numéro de série. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Ben, on fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on va sur le registre de la DGAC, où là, on a toutes les immatriculations, tous les numéros de série de tous les aéronefs, avions, hélicoptères, etc. Voilà, DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Et ça a été donc... AS, ah oui, bien sûr. Ah mais non, mais bien sûr, oui, t'as été... Bien sûr. Bah Bon, oui, là, je ne les ai pas mises, mais on a les fiches avions. Alors, je vais le dire. Les fiches avions. Alors, les fiches avions, donc, alors, il faut regarder, évidemment, l'hélicoptère, écureuil, AS-350, B. C'est le type d'appareil. Écureuil, AS-350, B. Bon, alors, je regarde quels sont les appareils dont le numéro de série commence par 145. 145. 145. Ouais. Et là, on en a deux. Il y a le 1453, immatriculé F-GCTM, et on a le 1451, immatriculé F-GICG. Alors, pour la petite histoire, c'est très intéressant, le 1453 était sur le Dakar en 86. Il était là, dédié aux images. Intéressant. Et très intéressant. C'est-à-dire qu'on a un hélico disponible sous la main. Il était là. De plus, c'est très symbolique, mais c'est intéressant de le dire, c'est un hélico qui a été utilisé 3 fois en 1981 par Philippe de Dieuleveux. Ah, qui lui aussi a connu une au mort. cours de la chasse au trésor. La chasse au trésor. Qui lui aussi a connu une mort qui est loin d'être accidentelle. Voilà, aussi très très bizarre. Hein, noyé dans les rapides du fleuve Zaïre. Oui. Ouais. Donc, cet hélicoptère était présent sur le Dakar en 86. Numéro de série 1453. Le 1451, qu'en est-il? On regarde, on a aussi les noms des propriétaires. Je vois que le 1453, en fait, il est immatriculé pour la première fois en juin 88.
Je contacte son propriétaire. C'est un Lyonnais. Et j'ai dit, monsieur, voilà, donc je suis en train de faire des recherches, etc. Enfin, je lui explique, quoi. Je lui dis, bon, vous avez été propriétaire du 1451 F-GICG. Il me dit, oui. Oui, il me dit, c'est un hélico que j'ai acheté à l'aérospatiale, un hélico reconstitué à partir d'un appareil craché. Je lui dis, attends, vous pouvez préciser ça? Il me dit, oui, moi j'ai effectivement racheté cet hélicoptère à l'aérospatiale qui a été reconstitué à partir d'un appareil détruit, d'un appareil craché. Ah ben, je lui dis, ça c'est quand même invraisemblable. Je lui dis, parce que là, peut-être que vous avez hérité de l'appareil qui s'est craché au cours du Dakar. Ah mais il me dit, mais c'est pas impossible. Mais il me dit de toute façon, mais je lui dis, mais comment se fait-il que l'aérospatiale reconstitue des appareils? Ah mais si. Il me dit, mais la meilleure preuve, c'est que moi, mon pilote a craché cet hélicoptère, j'ai donné la plaque à l'aérospatiale avec le numéro de série, ils m'en ont reconstitué un autre avec la même plaque. Ça veut dire que le numéro de série peut suivre plusieurs hélicoptères. Alors, c'est encore une énormité. Donc on a ces deux appareils possibles. Soit le 1453, soit le 1451, qui lui nous dit c'est un hélico qui a été reconstitué à partir d'un appareil craché. Le 1451. 145. Appareil craché, le 14 évidemment, pour la mise en scène. Alors j'en ai évidemment parlé au responsable des immatriculations de la DGAC. Je lui dis, monsieur, cet hélicoptère qui fait son apparition en France en 1988, en juin, où était-il avant? Ah ben il me dit, écoutez, avant il devait être sur un registre étranger, parce que bon, il n'était pas en France, quoi. C'est ce qu'il me dit, lui. Ah bon, d'accord. J'ai dit, mais vous êtes au courant quand même que l'aérospatiale reconstruisait des appareils d'occasion avec des cellules neuves et la plaque d'un appareil craché? Il me dit, c'est pas possible. Ah ben j'ai dit, écoutez, c'est pas possible, c'est tout à fait possible, puisque je connais quelqu'un qui, à deux reprises, a eu un appareil reconstitué à partir de la plaque, qu'il a récupéré, qu'il a donné à l'aérospatiale, qui lui a reconstruit un hélicoptère. Donc c'est une activité qui n'est probablement pas très catholique. Hein, c'est comme si toi, tu craches ta bagnole, tu vois, hein, tu enlèves la plaque, hein, où il y a toutes les... Bon, il y a le numéro de série, il y a tout dessus, hein, et tu donnes ça à Renault, tu dis, ah, ben, refaites-moi une bagnole avec la plaque, là, hein, c'est-à-dire tu as le même numéro de moteur, enfin, je pense qu'il y a sur une plaque de voiture. Donc voilà, donc ça, c'est encore une anomalie importante. Alors, si tu passes à la diapo suivante... Oui. Voilà, alors là on a fait plusieurs essais évidemment, où là on trouve le 1689, et là le 145, le 145 ressort bien, hein, et on voit bien donc la différence entre la position du dernier chiffre à gauche, la position du dernier chiffre à droite qui est dans la déchirure. On a quasiment les mêmes prises de vue, les mêmes angles de vue, il n'est pas possible qu'on ait ça. Donc on a deux preuves, en tout cas des indices forts, qu'on a bien affaire à deux appareils différents. C'est clair et net. De plus, il y en a un qui est sur le Dakar en 86. Le 1453. Il est là, il est sous la main, il est là. Ça mériterait quand même que, officiellement, on s'y intéresse à tout ça. Même 30 ans après. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme, quoi. Hein. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit là on dépasse tout, quoi. Hein. On va très loin. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on revient à cette journée du 13 janvier, et là on a un témoignage intéressant du père de monsieur de Sabine, Gilbert Sabine. Gilbert Sabine, le père de Thierry Sabine. Ouais. Le père de Thierry Sabine, qui nous dit d'ailleurs, il y a un extrait vidéo, hein, donc ça c'est une émission, un documentaire inédit, donc, qui date de janvier 2015, c'est pas vieux. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Sabine? Et là, on va arriver au mobile de l'affaire. Les gens doivent se demander pourquoi. Oui, bah... Le mobile. Je ne vais même pas les voir en question, je sais. Le mobile, voilà, le mobile. Alors, monsieur Sabine nous dit
que dans l'après-midi du 13 janvier, Thierry lui a téléphoné et il le dit, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Il n'était pas comme d'habitude. Il était très mal, je ne le sentais pas. Et lui-même, M. Sabine, dit, j'étais très mal après son coup de fil. J'étais d'autant plus mal après son coup de fil qu'un mois plus tôt en Normandie, Thierry Sabine avait rédigé son testament. Il avait 36 ans. Un mois avant, il avait rédigé son testament. Le 13 dans l'après-midi, il téléphone à son père, qu'il a senti pas bien du tout, qui lui-même était pas bien du tout après ce coup de fil. Que s'est-il passé à ce moment-là? Pourquoi Thierry Sabine était si mal? Pourquoi a-t-il rédigé son testament un mois avant? Dans quel engrenage était-il embarqué? Quelle était la menace qui pesait sur lui? Ce sont des questions. Ce sont des questions. Alors, on en arrive maintenant au mobile. Alors, le mobile, on parle d'un trafic d'armes. Ouais. Ça veut dire que le Dakar Couvrait un trafic d'armes. couvrait un trafic d'armes. Alors, est-ce que le Dakar couvrait un trafic d'armes en 86? Est-ce que ça a déjà existé les années précédentes? Ça, j'ignore. Mais il semblerait, et ça semblait assez vraisemblable, que Daniel Balavoine aurait été mis au courant, ou en tout cas aurait découvert ce trafic d'armes. À partir du moment où Daniel Balavoine aurait évidemment découvert ce trafic d'armes, il allait le dénoncer. Ouais, parce que lui, pas du genre, Ah ben lui, il gardait pas ça pour lui. Donc il allait forcément dire, dénoncer. C'était d'autant plus, il a dû être scandalisé d'ailleurs, de voir qu'on utilisait ces convois du Dakar pour transporter des armes, alors que lui-même avait créé ce qu'on appelle le convoi du cœur. Qui mettait des pompes à eau dans les villages. Donc à quel moment l'a-t-il appris? On n'en sait rien, vraisemblablement un peu avant. Est-ce qu'il allait l'évoquer? Est-ce que Sabine était au courant? Est-ce que Sabine a subi une pression politique? Est-ce qu'on lui a forcé la main pour transporter des armes? Il avait dit que c'était son dernier Dakar. Est-ce que Il avait dit que c'était son dernier Dakar. Oui, il l'avait dit. Il l'avait dit que c'était son dernier Dakar. Donc, je pense qu'il était, à mon avis, prisonnier, pris au piège, très mal, pour rédiger son testament un mois avant, et en plus, ce jour-là. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Est-ce que Daniel, alors là on émet des hypothèses, est-ce que Daniel est venu voir en lui disant écoute c'est scandaleux, ce transport d'armes je vais le dénoncer? Est-ce qu'il y a eu autre chose? En tout cas il a eu une pression là, il s'est passé quelque chose. Et forcément, comme toutes les mafias évidemment, dignes de ce nom, on élimine tout le monde. C'est-à-dire on élimine ceux qui nous servent dès qu'on n'en a plus besoin. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc il est devenu gênant en fait. Il est devenu gênant. Alors Daniel Balavoine est devenu gênant. Thierry Sabine peut-être avait, mais on formule encore des hypothèses, des remords de conscience, d'avoir accepté ou d'avoir été contraint d'accepter. Enfin bon, il y a tout un questionnement quand même. Parce que j'ai quand même discuté avec des gens du Dakar qui m'ont dit, un en particulier, il a vu des valises d'argent quand même, quoi, des valises pleines de pognon. Hein. Voilà. Transiter comme ça. Parce que transiter, donc bon, ce que tu nous sous-entends c'est quand même incroyable. Dans le livre, quand même, c'est qu'il y aurait une implication au plus haut niveau de l'État. Ah ben c'est évident. Alors oui, alors il faut savoir qu'en 86, il y avait à l'Élysée une cellule africaine dirigée par le fils d'un certain François Mitterrand. Voilà, il y avait donc un fils donc Mitterrand, voilà, et il y avait Jean-Christophe Mitterrand, et il y avait aussi Pierre-Philippe Pasqua. Oui, le fils de Pascal Pasqua. Notre cher Ces deux-là, il y a un très beau livre qui s'appelle La France-Afrique, qui a été écrit par François-Xavier Verschave, que je connais, voilà, il est décédé, mais que je connais très bien. Que tu as connu. Donc un très beau livre, effectivement, alors qui n'évoque pas cette histoire-là, hein, mais qui dit quand même, qui parle bien de la France-Afrique, de cette cellule africaine, et de toutes les magouilles, évidemment, de ces transports d'armes qu'il y a eu, absolument. Il y a d'ailleurs eu condamnation du fils Mitterrand, qui a quand même été condamné aussi pour trafic d'armes. Trafic d'armes en Angola, voilà. Absolument. L'Angolaguette et compagnie. L'Angolaguette. Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on avait à l'Élysée une cellule africaine qui était spécialisée vraisemblablement dans le trafic. Bon, alors, quand on a quand même
un certain nombre de camions et de véhicules qui partent en Afrique, bon, on va quand même pas les laisser partir à vide. Donc il y a eu certainement des complaisances, des gens qui ont accepté de transporter, voilà, des arrangements. L'argent, et quand même, à un moment donné, les consciences s'effacent, hein, comme je l'ai écrit dans la version prochaine. Hein. Il y a une version un peu augmentée, mais légèrement, hein, où justement je mets l'accent sur ce trafic d'armes. Alors bon, voilà, Daniel Balavoine, le pauvre Daniel qui lui, très naïf, très innocent, s'est retrouvé au milieu de ce merdier, de ce guêpier, ayant découvert ça, ayant vu quand même des trafics, des abominations, forcément allait le dénoncer, forcément. Et là, il fallait pas qu'il rentre. Lui ne devait pas rentrer, Sabine ne devait pas rentrer, parce que ce jour-là, le 13, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais manifestement, il y a un truc grave qui est arrivé pour lui, on ne sait pas quoi. Les trois autres sont des dommages collatéraux, hein. Dommages collatéraux. Pas de chance, pas de mauvais moment. Pas de peau, ils sont montés là, bon... voilà, mauvais endroit, mauvais moment. Voilà. Alors après, on peut parler aussi de tous ceux qui ont laissé leur place, il y en a pas mal, il y en a au moins 5, hein, qui ont laissé leur place au pauvre Daniel dans l'hélicoptère en question, là. Ils le disent d'ailleurs, hein. Donc il y a Jean-Luc Roy. Jean-Luc Roy qui a été d'ailleurs coéquipier de Daniel dans le rallye précédent. Là, il ne s'agit pas de Pompao, il était pilote, et voilà, et copilote, et navigateur. Et donc, il y a Jean-Luc Roy qui a laissé sa place. Il y a Yann Arthus Bertrand qui a laissé sa place. Yann Arthus Bertrand, très connu. Il y a Patrick Chêne qui a laissé sa place. Patrick Chêne aussi. Il y aurait aussi, a priori, Poivre d'Arvor, qui aurait laissé sa place. Et puis, il y en a un 5e, dont le nom m'échappe maintenant. Enfin, alors, à quel moment ont-ils laissé leur place, ceux-là? Journée du 13, journée du 14. Je pense quand même que le 13, il s'est passé quelque chose. C'est dans cette journée du 13 qu'il s'est passé beaucoup de choses. En fait, on a dû faire un transfert sur le 14. Il y a des choses qui se sont passées le 13. Enfin bref, il y a une confusion dans tout ça. Hein. C'est pas aussi clair que ça. Hein. Il y a une confusion entre le 13 et le 14. C'est pas aussi simple. Oui, quoi. parce qu'il y a vraiment, c'est ce que tu nous démontres, que la date est capitale parce que finalement, c'est comme s'il y a eu deux événements. Oui. À deux moments séparés, C'est puis ça. on nous a montré un événement en disant c'est ça qui s'est passé Voilà. là, mais tout laisse à penser, avec les éléments que toi tu as recherchés, qu'il se passait bien, il y avait bien eu un autre événement. Voilà, avant. absolument. Voilà. Avec le coup de fil du diplomate, Absolument. effectivement l'openage qui ne correspond pas, les numéros de série, les témoignages à l'hôtel, aux gens qui... Rien ne correspond. En fait. Ah non, il y a de gros écarts. Alors, moi j'imagine quand même, parce que j'ai eu des gens au téléphone, il y a un photographe qui, je dis, mais attendez, le jour de course, on donne le départ d'un match, le coup d'envoi d'un match de foot, enfin bref, il ne suivait pas le rallye à ce moment-là. Le photographe en question me dit, non, mais le rallye était coincé entre les montagnes. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin de journalistes, il n'y avait rien du tout, on n'avait pas besoin de personne. Enfin, c'est invraisemblable, je veux dire, il y a des éléments qui me dépassent. Beaucoup d'incohérences. Je pense qu'il y a des gens qui déclarent des choses qui sont produites le 13, en faisant croire que ça se passait le 14. Enfin, il y a un mélange des deux journées, à mon avis. Voilà ce que je peux en déduire. Eh ben, on va faire la deuxième petite pause. La régie, elle est prête, Steph, il est prêt. Et comme ça, on va revenir et ensuite on prendra vos questions, en plus que j'imagine déjà assez nombreuses. Alors, à l'occasion de la petite pas mal de questions, à l'occasion de la petite pause, on peut passer la synthèse qui est superbe. Hein. La petite synthèse, d'accord. La synthèse 28. Hein. Synthèse 28. Bah, Voilà. De toute façon, Steph, il est au taquet, je lui fais confiance. Puis il va nous mettre des petits sons de balavoine aussi, parce que c'est quand même musique, un peu. Donc c'est bon, c'est prêt, Steph. Et bah c'est parti, on y va et on revient juste après, toujours avec Jean Pernin. À vous, la régie.